Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Nouveau record de chômage pour notre pays, plus 26 000 chômeurs, une hausse de 0,7% et ce, alors que la reprise économique, je vous le rappelle, est plus forte que prévu au premier trimestre. Le chômage est en hausse de plus de 20% depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Dans le même temps, les Espagnols voient leur chômage baisser de 2,7% et les Allemands se stabiliser à un plus bas record. Nous reviendrons aussi ce soir sur deux dossiers brûlants. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission Chômage, retraite, allocation, ça grince. Et voici des invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, l'IFRAP. Je rappelle votre dernier livre, On va dans le mur, paru chez Albin Michel. Philippe Frémaux est éditorialiste au mensuel Alternative économique. En une de votre journal ce mois-ci, toujours plus inégaux les chiffres qui le prouvent. Votre dernier livre, Transition écologique, mode d'emploi, est lui paru aux éditions Les Petits Matins. Nicolas Bouzou est économiste, directeur fondateur d'Asteres, spécialisé dans l'analyse économique et financière. Vous êtes directeur d'études à l'université Paris 2 Assas et votre dernier livre chez Lattès est intitulé Pourquoi la lucidité habite à l'étranger. C'est une question. Enfin, Bernard Vivier est directeur de l'Institut supérieur du travail. L'IST est un centre spécialisé dans la formation et l'expertise des relations dans l'entreprise. Vous êtes par ailleurs professeur à la faculté libre d'économie et de droit de Paris. Nicolas Bouzou, en incluant tout le monde dans la fourchette la plus large, ça fait 5 650 000 personnes, un Français sur 5 qui est inscrit à Pôle emploi. Ça s'arrête quand ? Mais ce qui m'a frappé dans les chiffres d'hier, c'est pas qu'ils ne soient pas très bons, parce qu'on sait bien que malheureusement, il y a un décalage entre la croissance économique et l'emploi. En général, un décalage temporel qui est compris entre 2 et 3 trimestres. Donc, j'aurais tendance à dire, malheureusement, on savait que le taux de chômage n'allait pas diminuer tout de suite. On sait que ce sera plutôt pour fin 2015, début 2016. C'est pas ça. Ce qui m'étonne, c'est plus le rythme d'augmentation. C'est-à-dire 25 000 chômeurs de plus en un mois. Ça veut dire que si vous annualisez ce rythme, si vous faites une projection sur un an, vous êtes sur des rythmes de 250 000, 300 000, c'est-à-dire des rythmes d'augmentation de chômage qu'on retrouve en général dans des récessions qui sont extrêmement graves, extrêmement profondes. Oui, or, nous ne sommes pas dans une récession profonde. On est, je pense, sur des rythmes de croissance sur le moyen terme qui sont de l'ordre de 1%. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est très spécifique à l'économie française. Et donc, pour répondre, je réponds à votre question, quand est-ce que ça s'arrête ? On voit bien que c'est lié au marché, au fonctionnement du marché du travail en lui-même. Ça n'est pas lié seulement à l'économie. Si c'était lié à l'économie, on aurait une stabilisation aujourd'hui du taux de chômage et on pourrait se dire, voilà, on attend encore un peu et ça va baisser. Mais on voit que ça continue d'augmenter très fortement. Ça veut dire que le marché du travail dysfonctionne. Ça veut dire qu'il faut, et je m'arrête là, qu'il faut en modifier les règles pour enfin avoir une baisse du chômage comme dans beaucoup d'autres pays. Excusez-moi, du coup je suis obligé de rester avec vous. C'est quand on dit il faut modifier les règles. Allons au bout de votre idée puisque vous êtes en train d'exprimer. En quelques mots. C'est assez simple. Vous avez deux formes de chômage. Vous avez un chômage conjoncturel qui est lié à l'activité économique et vous avez un chômage structurel qui est lié au fonctionnement du marché du travail, c'est-à-dire le contrat de travail, le droit du travail, la formation professionnelle, les indemnisations chômage. Vous faites une petite grimace tout ça. C'est pas bon. Toutes ces choses-là. La spécificité de la France, c'est que ce chômage structurel est très 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 important. Vous avez des pays dans lesquels vous n'avez que du chômage conjoncturel. Donc vous avez des pays, donnez-moi un exemple. La Suède, typiquement, ou le Danemark. Vous avez un peu de chômage aujourd'hui, mais la croissance permet à elle seule d'éteindre ce chômage. Et le fonctionnement des rapports sociaux de l'économie et du marché du travail. Et tout ça, voilà. C'est fluide, vous voulez dire. C'est fluide. Okay. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais de chômage en Suède, bien évidemment. Vous avez aujourd'hui du chômage. Mais c'est un chômage qui baisse avec la croissance économique. En France, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On voit bien que même quand on a un peu de croissance, même s'il y a un décalage temporel, on ne devrait pas avoir 25 000 chômeurs en plus en un mois, si vous voulez. Donc ça veut dire que le chômage, il est structurel et donc il faut modifier les règles du marché du travail. Et je termine juste là, je vous promets. Ce qui m'a un peu donné mal au ventre hier, je vous le dis franchement, c'est que d'un côté, on nous annonce 25 000 chômeurs en plus, et de l'autre, on nous dit, nous ne modifierons pas le contrat de travail. Là, j'avoue que vous avez quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre. Bon. Plus 25 000 chômeurs en un mois. Et puis cet autre chiffre quand même que je trouve hallucinant, un Français sur 5 est inscrit à Pôle emploi. Oui, c'est énorme. Alors, ensuite, sur la première partie de ce qu'a dit Nicolas Bouzou, on ne peut qu'être d'accord sur le fait qu'en situation de croissance faible, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a d'une part un effet retard, et en plus on considère en France, compte tenu de la dynamique de la population active, que le chômage baisse plutôt autour de 1,5 de croissance, et on en est loin. Bien sûr, on a une reprise par rapport à une situation d'atonie totale de l'activité
qu'on a eues sur les années antérieures. Mais disons que pour l'instant, ça frémit. On s'est réjoui d'un 0,6 au premier trimestre. C'est-à-dire, il y a une époque où on aurait présenté ça comme une catastrophe. Non mais j'entends bien, mais quand même, quand on a appris qu'on avait 0,6% de croissance en plus, qui n'était pas prévu, je le rappelle, oui. on s'est dit qu'on allait échapper à un plus 25 000 demandeurs d'emploi en un mois. Je veux pas discuter sur les chiffres, mais on a eu des chiffres que je dirais plutôt étonnamment bons sur les mois précédents. Et là, on a un chiffre qui est plutôt étonnamment mauvais. Il va falloir voir comment ça se lisse sur 6 mois. Il peut y avoir aussi des effets statistiques. Bon, mais il n'empêche, c'est évident qu'on a un chômage qui est extrêmement préoccupant. Alors ensuite, sur la distinction chômage conjoncturel, chômage structurel. Une des questions auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est que, effectivement, le contexte de la politique économique telle qu'elle est menée depuis de nombreuses années en Europe, fait qu'on a beaucoup de difficultés à réduire précisément la partie conjoncturelle du chômage. Oui. Du coup, on s'est lancé dans des politiques structurelles, des politiques d'offres, avec le pacte de compétitivité, qui sont des politiques qui, de toute façon, si elles produisent des effets, mettent beaucoup de temps à produire des effets. Bon. Alors, ensuite, dire le chômage structurel, parce qu'il y a un problème de chômage structurel, c'est uniquement le contrat de travail, je vois bien où vous voulez en venir. Il y a d'autres problèmes qui sont aussi des problèmes. On a le droit de le dire, et même de le penser. Évidemment. Voilà. Très bien. Mais il m'a semblé qu'il a eu le droit de s'exprimer. Nous sommes bien d'accord. Et je ne lui interdis pas. Et vous aussi, sinon vous ne seriez pas là. Je serais bien en peine de lui interdire sur ce plateau. Donc, la question n'est pas là. Ce que je dis simplement, c'est qu'il peut y avoir du chômage structurel, mais ce chômage structurel, il peut se nourrir aussi à d'autres facteurs, par exemple des problèmes de qualification, des problèmes d'échec scolaire, pour lesquels, en ce moment, on essaye d'ailleurs de faire des réformes en ce moment, notamment sur le collège, sur lequel aussi bien le patronat, certains éléments du patronat que d'autres éléments réformistes peuvent se trouver d'accord sur l'idée qu'il faut réduire l'échec scolaire. Bon, mais ensuite, est-ce que la réforme du contrat de travail, c'est l'aboutissement de tout? Je veux dire, au vu de ce qui se passe dans d'autres pays, justement des pays que vous avez cités, ce n'est pas forcément des pays où le CDI est beaucoup moins protecteur qu'il ne l'est en France. On va forcément détailler tout ça. Peut-être je vous pose la question autrement et j'y vais directement parce que je pense aussi à nos téléspectateurs. J'ai quand même envie de vous dire, Agnès Verdier-Molinier, face à ces chiffres, à qui la faute? Alors, le gouvernement, les syndicats, les entreprises qui n'embauchent pas ou les chercheurs d'emploi qui ne les cherchent pas vraiment? Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je crois d'abord la faute à un système à la fois fiscal et social qui est aujourd'hui à bout de souffle. Moi, quand j'ai sorti ce livre, On va dans le mur en mars, on m'a dit complètement à contre-courant, tous les astres sont alignés, les taux d'emprunt sont faibles, l'euro est faible, le prix du pétrole baisse, on va voir tout repartir et on va pas du tout, comme moi je le dis dans le livre, dans une situation plus difficile. Et puis, on voit mois après mois que ça s'aggrave. Donc, la réalité, c'est que, et ça rejoint cette question du chômage structurel qui a été évoquée par Nicolas Bouzou tout à l'heure, ce sont les problèmes de réforme structurelle. Dans un système, il y a des acteurs qui ne prennent pas ses responsabilités face aux idées que vous êtes en train d'évoquer. Les premiers sont et je précise que vous avez raison, quand votre livre est paru, on avait des aspects qui laissaient espérer beaucoup de choses positives. Les premiers, d'abord les politiques. À un moment, ils savent très bien qu'il y a de la peur de l'embauche. François Hollande l'a dit, Manuel Valls l'a dit, le ministre du Travail aussi. Cette peur de l'embauche, c'est quoi? C'est de se retrouver au prud'homme. Donc, à un moment, il faut agir beaucoup plus en profondeur. Pourquoi on se retrouve au prud'homme? Parce qu'il y a la question de la cause réelle et sérieuse, du juge qui regarde si vraiment il y a une raison de licencier ou pas. Là, il va falloir modifier profondément la loi. Il va falloir dire, oui, quand on a une perspective de baisse du chiffre d'affaires ou alors un chiffre d'affaires qui a déjà baissé, on peut licencier et on n'est pas dans une rupture abusive de contrat. Il y a la question... non, mais toutes ces questions, elles sont fondamentales. Il y a la question du CDD. Aujourd'hui, pour embaucher en CDD quelqu'un, on est obligé d'être sur une mission temporaire ou alors sur le remplacement de quelqu'un. Et on a, sur les non-seniors, on est sur 24 mois, renouvelables donc une fois. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, comme dans le secteur public, des CDD qui durent 3 ans pour tout le monde? C'est possible pour les seniors, mais c'est pas possible pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas sur des renouvellements de plus nombreux, avec donc une flexibilité plus importante? Vous nous dites c'est le système qui est quelque part complètement englué, et ensuite vous nous dites nos responsables politiques savent très bien ce qu'il faut faire et ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que aussi les syndicats, et ça vous l'avez évoqué tout à l'heure, les syndicats sont dans une position de plutôt protéger ceux qui sont déjà dans l'emploi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les statutaires de la fonction publique, par exemple, qui sont
ultra protégés, les personnes qui sont aujourd'hui en CDI. Et finalement, nos syndicats ont oublié qu'ils doivent aussi défendre ceux qui sont à l'extérieur du marché du travail et permettre les réformes nécessaires pour que ceux-là trouvent un jour un emploi. On serait tenté de vous dire qu'il est normal qu'ils défendent leur mandat, entre guillemets, mais j'ai bien compris que vous introduisez une notion qui est de dire, à force de défendre ou de vouloir protéger ceux qui ont un emploi, on empêche ceux qui pourraient rentrer sur le marché de le faire. Et on empêche aussi les entrepreneurs de créer leurs entreprises. Bernard Vivier. Non, qui est responsable de cette situation? Oui, je ne serai pas aussi réducteur qu'Agnès Verdier-Molinier sur les syndicats qui sont irresponsables et qui ne s'intéressent qu'à leur mandant, c'est-à-dire le noyau dur des fonctionnaires, le noyau un peu plus large des salariés en oubliant les chômeurs. Non, les organisations syndicales, avec les organisations patronales... Il y a peut-être un peu de vrai aussi. Enfin, oui, mais ils gèrent l'UNEDIC. Ils ont le excusez-moi, je pense qu'avec des chiffres comme ça, parce qu'à un moment dans une société, on s'habitue à tout. Alors maintenant, on est passé à 5 600 000 personnes inscrites à Pôle emploi. J'ai envie de vous dire, sans vouloir dramatiser la situation, qu'on peut se poser des questions et se dire que si on n'a aucun infléchissement pendant l'été, on peut se demander quel type de rentrée sociale on aura, avec des gens qui finiront peut-être par descendre dans la rue. Et vous savez, c'est toujours imprévisible. Alors on n'est pas là pour foutre le feu, mais on est là quand même pour aborder les choses réellement. Vous avez posé une question sur les acteurs. Je réponds sur la question des acteurs. Oui. Les organisations patronales et syndicales sont aujourd'hui, pour des raisons diverses, dans un état de faiblesse. Oui. Le mouvement patronal est divisé en interne, il y a une réforme de la représentativité syndicale, la représentativité patronale, donc ils ne sont pas en état d'être unis à une table de négociation. Les organisations syndicales de salariés sont aussi un peu divisées, et aujourd'hui, ça fesse. Perte de l'audience, perte des effectifs. Donc, on se retourne vers les pouvoirs publics, vers le gouvernement, qui est un peu... Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? Vous me dites, la maison prend feu, c'est très embêtant, on ne trouve pas de pompiers, parce que comme ils ne sont pas tout à fait d'accord pour le diamètre du tuyau, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir éteindre l'incendie. C'est dingue. Mais c'est une opportunité pour le gouvernement du moment aujourd'hui d'y aller. On a envie de dire, allez, vas-y Toto, ne t'encombre pas avec le congrès du Parti Socialiste, les frondeurs, le problème est réglé, voilà. Et vas-y Toto, au lieu d'être comme une poule qui aurait trouvé un couteau. Bon, parce que les réformes qui sont initiant, envisagées par Macron, par Rebsamen. Les mesures Rebsamen sont des mesures qui ne déplaisent à personne fondamentalement sans vraiment satisfaire et innover. Oui. Il nous manque un Italien, un Espagnol, un Anglais, un Allemand qui fassent des réformes cash et qui disent « allez, on y va ». L'opinion publique y est-elle prête? Parce que le politique est sanctionné par l'électeur. Absolument. Bien. Eh bien, dans l'état actuel des organisations syndicales, l'état de résignation dans lequel plonge de plus en plus le monde du travail, chômeur ou pas chômeur, la place est aujourd'hui là, une fenêtre s'ouvre pour des mesures hardies. Et vous avez raison. À 5,6 millions, on se dit que ça devient possible. Voilà. Parce que chaque jour, c'est 500 chômeurs de plus. 500 chômeurs de plus, ça fait 15 000 à la fin du mois. Alors on en est à 25 000 en une période. Mais sur une longue période de 3-4 ans, c'est une ville de 15 000 personnes qui disparaît de la carte du travail chaque mois. Je vous rappelle donc qu'il s'agit d'une nouvelle hausse du chômage de plus de 26 200 le mois dernier. 3 540 000 Français n'ont aucune activité. Jamais on n'a vu de chiffre aussi terrible quand on prend le global depuis la Seconde Guerre mondiale. Le ministre du Travail annonce la création de 100 000 contrats aidés en plus des 450 000 déjà prévus en 2015. Des emplois qui n'ont visiblement pas réussi en tout cas à faire baisser le chômage dans notre pays. Je rappelle que la reprise économique, faute d'être là, était meilleure au premier trimestre. Et depuis Berlin, aujourd'hui même, François Hollande appelle toute l'Europe à lutter contre le chômage. Je vous ai dit aussi en début d'émission que les Allemands battent un record et que les Espagnols viennent de voir le leur baisser de 2,7%. Donc ces partenaires ont dû être un petit peu surpris de cet appel qui a été lancé. Lise Barcellini, Guillaume Biron. À Matignon hier soir, le ministre du Travail a le sourire. Les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises. Je viens d'obtenir un arbitrage du Premier ministre pour la création de 100 000 emplois aidés supplémentaires. Le gouvernement est entièrement mobilisé pour la croissance et l'effort en direction des PME. 100 000 contrats aidés de plus, une annonce qui arrive quelques minutes après une mauvaise nouvelle. En avril, le chômage a poursuivi sa progression. 26 200 demandeurs d'emploi de plus en catégorie A. Un chiffre en hausse de 0,7% en un mois, de plus de 5% en un an.
C'est trop. Allez hop, on va pas discuter des chiffres, c'est trop. J'en ai parfaitement conscience. Donc je répète qu'on a besoin de sortir de cette crise pour avoir un peu plus de croissance, parce que c'est la croissance qui créera la capacité qu'on a à absorber des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, et puis ceux qui ont perdu un emploi à cause de la crise économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'on continue à utiliser tous les outils possibles pour créer de l'emploi. C'est encore l'effort qui sera fait avec la création de 100 000 emplois supplémentaires d'emplois aidés. Emploi d'avenir, contrat de génération, contrat d'insertion, autant de dispositifs à durée déterminée et d'une moyenne de 13 mois. Souvent conclus dans des associations ou des collectivités locales, ces contrats ciblent en général des publics spécifiques, les jeunes ou les chômeurs de longue durée. Ces 100 000 nouveaux emplois aidés viennent s'ajouter aux 450 000 déjà existants. Mobiliser 100 000 contrats aidés pour faire en sorte que des hommes et des femmes quittent les statistiques de Pôle emploi et travaillent, moi, ça ne me choque pas, et notamment en période de crise. Je pense qu'en période de crise, c'est là où il faut mettre des moyens sur les emplois aidés. Je vais même vous dire, 100 000 emplois aidés, ça n'est pas suffisant, il faudra aller plus loin. Mais ça n'est évidemment qu'une solution de court et moyen terme, ça ne peut pas être une solution durable. L'objectif de ces contrats aidés, c'est qu'ensuite, on bascule d'un contrat aidé vers un contrat classique. L'économie française ne créant pas d'emplois, les salariés actuellement en contrat aidé risquent de venir très prochainement gonfler les rangs déjà bien chargés de Pôle emploi. L'annonce de 100 000 contrats aidés supplémentaires cette année, c'est donc une rustine à court terme pour éviter que le chômage ne s'envole, bien plus qu'une solution pour qu'il baisse. Il n'y a pas d'effet 1 pour 1. Ce n'est pas lorsque vous créez un emploi aidé que ça fait baisser le chômage de une personne, parce qu'il y a ce qu'on appelle des effets d'aubaine. Les effets d'aubaine, c'est lorsque vous proposez un dispositif aidé, que ce soit à une collectivité locale ou à une entreprise. Dans certains cas, l'entité juridique va utiliser ce dispositif pour financer en partie un emploi qu'elle aurait créé de toute façon. Lorsque vous créez 100 emplois aidés dans le secteur marchand, vous en aurez in fine que 20 qui seront vraiment de l'emploi nouveau. Un dispositif qu'il faudra financer. Globalement, un emploi aidé, il faut compter entre 6 et 12 000 euros par an pour un emploi aidé. Donc si vous en faites 100 000, à peu près 10 000 euros l'emploi aidé, ça va vous faire à peu près 1 milliard d'euros sur l'année. Pour financer ces nouveaux contrats, on sait que dans les discussions avec Bruxelles, Paris a obtenu des marges de manœuvre un peu plus importantes sur l'emploi, notamment sur les politiques d'emploi. Et donc c'est là où on sait qu'avec le retour de la croissance, on s'attend à des chiffres sur les déficits publics peut-être un peu meilleurs et qu'il y aurait des marges de manœuvre pour le gouvernement à ce niveau-là. Le retour de la croissance, seule solution pour inverser enfin la courbe du chômage. En déplacement hier soir à Berlin, le président n'a pas dit autre chose. Le seul enjeu que nous devons avoir, c'est de porter une exigence de croissance à moyen et long terme, de manière à ce que l'Europe soit regardée comme une zone qui traite des problèmes qu'elle peut rencontrer, il y en a, mais qui est capable de se projeter dans l'avenir et de faire que la lutte contre le chômage soit l'objectif de toutes les décisions que nous avons à prendre. Objectif numéro 1, le président a fait de la baisse du chômage la condition de sa candidature en 2017. Alors, il y a tout un débat sur les contrats aidés. On a une première question de téléspectateur qui rentre dans le dossier directement, qui est que vont devenir par la suite les bénéficiaires des contrats aidés? J'imagine que c'est une question qui vous intéresse, Agnès Verdier-Molinier. Oui, d'ailleurs, il y a eu pas mal d'études sur ce sujet. Dans la plupart des cas, malheureusement, c'est pas pour ça qu'ils retrouvent mieux un emploi, et surtout ceux qui ont été en collectivité locale, par exemple, ou en association. Et la question... C'est un rapport du simple au double entre ceux qui vont dans des entreprises, entre guillemets, marchandes, et ceux qui sont, une fois de plus, au sens le plus large, dans le fonctionnariat. Et c'est le problème, c'est-à-dire qu'on est en train à la fois de se plaindre du fait que les collectivités locales ont largement et massivement embauché ces dernières années. On voit que dans les collectivités locales, on a un problème... Et puis surtout, on est en train de leur demander de faire des efforts, c'est-à-dire que... Oui, on a un problème de motivation des effectifs qui sont déjà en place, des titulaires
stagiaires et des vacataires et des contractuels qui sont déjà occupés dans ces collectivités, qui souvent ont déjà un problème de sous-travail. Hein, et alors on va rajouter une couche avec ces emplois d'avenir, alors que pendant ce temps-là, dans nos entreprises, malheureusement, on n'embauche pas. Et toute la question, c'est un peu toujours cette histoire de punition. Alors finalement, les entreprises n'ont pas joué le jeu du CICE et donc on va continuer à faire des emplois d'avenir dans le secteur non marchand et on ne va pas vraiment continuer à dynamiser le secteur marchand. C'est dans le secteur marchand qu'il faut réfléchir à comment on fait pour dynamiser l'emploi. Et c'est là qu'il y aura des emplois qui auront un avenir. Et le problème, c'est qu'on va mettre 800 millions d'euros sur la table, hein, il disait presque 1 milliard dans le reportage, 800 millions d'euros sur la table qu'on n'a pas, alors même qu'on a fait un dispositif zéro charge là qu'on a relancé, et qui n'est pas vraiment zéro charge, parce qu'il reste 13% de charge, parce qu'on continue à avoir les cotisations, notamment retraite, sur ces emplois-là. Donc on pourrait beaucoup plus basculer sur un système de zéro charge dans le secteur privé, dans le secteur marchand, plutôt que de continuer dans cette impasse des emplois d'avenir. Je redis qu'on a déjà 445 000 emplois d'avenir en 2015 qu'on va mettre... Oui, d'avenir et aider, pardon. Oui. Bon, aider. Que la en l'occurrence, aider. Que la totalité des emplois aidés, évidemment, c'est 445 000 et qu'on va rajouter 100 000 emplois d'avenir. Ça va nous faire plus de 500 000. Et je précise, avant que Nicolas Bouzou réagisse, excusez-moi Philippe Frémaux, que le porte-parole du gouvernement a cru bon d'expliquer en début d'après-midi que ces emplois seraient financés avec des économies sur le budget de la nation. Parce qu'évidemment, tout le monde était stupéfait de se dire mais comment ils peuvent, en période de crise, avec tout ce qu'ils nous annoncent, coller 100 000 emplois aidés en plus, même si on peut comprendre la logique des emplois aidés à certains moments. À quoi ils servent? Ça dépend vraiment des types d'emplois aidés. C'est-à-dire qu'il y a des types d'emplois aidés qui fonctionnent bien. Il y a tout, il y a visiblement tout et n'importe quoi, même des trucs bien. Donc, voilà. Non mais bien sûr, vous les mettez dans une entreprise ou dans une association, vous subventionnez, ils ont un meilleur taux de retour à l'emploi que ceux qui sont restés au chômage, toutes choses égales par ailleurs. Ça coûte en moyenne 1 300 euros par emploi aidé. Oui, mais bon, je dirais pour des gens... Mais c'est pas rien. Oui, mais il faut bien comprendre la logique initiale des emplois aidés qui a été un peu dévoyée en France. Mais l'idée, c'était vraiment d'aider des publics qui sont très très loin de l'emploi. En revanche, si je peux me permettre de compléter Agnès, les emplois aidés sans formation associée dans le secteur public, on se rend compte qu'en réalité, c'est plus un problème pour ceux qui en bénéficient. C'est-à-dire qu'ils mettent un peu plus de temps à retrouver un emploi que, là encore, toutes choses égales par ailleurs, ceux qui sont restés au chômage pendant la même période de temps. Donc c'est même pas de l'argent jeté par les fenêtres, ce qui serait un moindre mal, c'est contre-productif. Donc il faut faire très attention à cette question, parce qu'il y a une question de stigmatisation, c'est assez clair. C'est-à-dire que quelqu'un qui est passé 6 mois en emploi aidé dans le secteur public sans formation, le dirigeant d'entreprise qui voit ça derrière va plutôt considérer que c'est un handicap. Vous voulez dire que ça décrédibilise à l'embauche? Absolument, mais je ne parle pas de tous les contrats aidés. Dites-moi, c'est grave. Mais c'est grave, et ça a été démontré par de très grands économistes du travail, Pierre Cahuc, André Zilberberg. Ce ne sont pas mes études, ce sont vraiment des résultats qui sont... voilà. Un tout petit point très rapidement sur le mode d'attribution des emplois aidés en France qui est très spécifique. L'administration et les préfets, parce que ce sont les préfets au fond qui sont censés, jugent du succès de ces dispositifs en fonction du nombre de contrats aidés qui a été distribué et pas du tout de ce dont on discute ici, c'est-à-dire de l'intégration. Et donc là, je pense que nous avons un biais d'attribution qui doit être absolument corrigé parce qu'il n'y a pas véritablement de contrôle Excusez-moi, on a le Titanic, on est en train de distribuer les bouées et le préfet dit on a distribué 500 bouées, c'est formidable, mais on ne se demande pas si les gens sont tombés au fond de l'eau quand même. D'accord. Alors, allez-y. Oui, non, parce que là, je suis tout à fait d'accord, parce que la question, c'est pas marchand ou marchand. La question, c'est est-ce qu'ils sont utilisés à quelque chose d'utile et qui est formateur pour eux et qui leur donne une chance en fin de contrat d'accéder sur le marché du travail de manière plus satisfaisante. Le vrai marché du travail. Non, mais c'est pas un faux non plus marché du travail. S'ils font des choses utiles et que c'est financé par la collectivité, ça ne me dérange pas. Je veux dire, après tout, il y a des tas d'emplois financés par la collectivité qui sont fort utiles. Donc la question est vraiment la question si c'est utile et s'ils apprennent des choses. Et c'est vrai que quand c'est le préfet... Vous pouvez me donner un exemple de quelque chose que vous trouvez utile et quelque chose que vous ne trouveriez pas utile? Eh bien, je veux dire, par exemple, dans l'administration, vous avez des cas où c'est utile. C'est par exemple quand il y a eu le programme emploi jeune, après 97. Les aides éducateurs qu'on a mis en place dans les écoles, quand dans ces écoles, les écoles primaires, ils étaient intégrés à l'équipe éducative, ils ont permis le développement de nouvelles formes de pédagogie, etc., dans la façon de prendre en charge les enfants, là ça a été utile. Quand par contre vous en avez eu qui ont été mis en place dans des lycées,
parce que le rectorat, il est en Fourguettant, etc. Le préfet avait dit, bon voilà, le côté gosplan. Hein. Oui. Quand effectivement, dans des lycées, ils se sont retrouvés à faire des photocopies, à faire la machine à café, parce qu'il n'y a pas la même collectivité pédagogique dans les établissements. On peut dire ils ont fait leurs 6 mois, etc., ou leurs 2 ans, etc., ou leurs 5 ans. Ils n'ont pas forcément été formés. Ils auraient mieux fait de faire un service civil. Ils auraient mieux fait de faire un service civique, apprendre des choses dans une association, etc. Moi, je peux vous dire l'exemple qu'effectivement, nous, dans ce cadre, dans le cadre d'une association qui est proche du journal, on a eu l'occasion d'embaucher quelqu'un. C'est quelqu'un qui a appris des choses. À la sortie, finalement, la coopérative alternative économique l'a embauchée. Elle est devenue journaliste. Et maintenant, elle est rédactrice en chef adjointe d'un de nos titres. Donc, ça a été un succès. Oui, ça a été un succès. Mais le problème, c'est que nous, on avait envie de la faire bosser, on l'encadrait, etc. On la faisait bosser. Et bien souvent, l'organisation de l'administration, il faut bien en convenir, ne convient pas à ce type de choses. Surtout le Donc je ne dis, mais je ne généralise pas. Je veux dire, c'est pas une question marchand non marchand, c'est une question d'organisation. 550 000, c'est peut-être beaucoup, non? Alors, l'autre chose, c'est que justement, 550 000, c'est beaucoup. Si je reviens, le gouvernement, j'ai juste un mot. Ma réponse en 2022. Mais vous allez. Non. Le gouvernement, avec les emplois d'avenir, justement, mais je dis ça justement pour corriger à la marge ce que vous avez dit. Le gouvernement, avec les emplois d'avenir, avait pris des bonnes résolutions. Parce qu'on ciblait des jeunes qui étaient vraiment en grave difficulté, et c'était un dispositif qui devait être associé à de la formation là où ils étaient mis en œuvre. Et puis maintenant, on a un phénomène de panique parce qu'effectivement la courbe du chômage ne se retrouve pas. Et du coup, on fait du chiffre et on retombe dans les travers passés des contrats aidés. Alors maintenant, la discussion, c'est est-ce qu'on peut arriver à créer des emplois en situation de faible croissance? On vous dit tous qu'il faut prendre des mesures courageuses. Je suis d'accord pour prendre des mesures courageuses, mais personnellement, pour moi, le courage, c'est pas ce que vous proposez, c'est d'autres choses. Bernard Vivier, ma commune a recruté un emploi d'avenir animateur de football. En quoi cette activité peut-elle être qualifiée d'avenir? Elle peut être qualifiée d'avenir pour la personne concernée. Pour la commune, peut-être pas. Mais n'oublions pas la dimension sociale, humaine de ces emplois aidés. C'est-à-dire que le garçon qui a cet emploi aidé, il ne reste pas chez lui, il ne tourne pas autour de sa chambre, il sort, il est structuré, il est pris en charge. Alors, plus ou moins bien dans une administration, dans une entreprise, la question n'est pas là, mais il est debout, on le met debout, on l'aide à se structurer, à entrer, à avoir des horaires de travail, à avoir une ligne hiérarchique, à rendre des comptes, à prendre des initiatives. C'est un réapprentissage. Et on le sait bien, le chômage, c'est un mal terrible. On souffre, dit-on, du travail. On souffre surtout de ne pas avoir de travail. Et pour ça, c'est important. Alors, l'utilité économique pour la commune, et puis alors, élargissons pour le pays tout entier, de ces contrats aidés, est très limitée, on vient de le dire. 100 000 emplois de plus, mais c'est pour le contribuable un poids supplémentaire et pour l'économie, ça n'apportera pas grand-chose de plus. Donc c'est vrai que quand on attend que la croissance revienne et on va faire 100 000 emplois aidés de plus, on blêmit. Parce que les vraies réformes, on sait ce qu'il faut faire. C'est améliorer le système de formation, développer l'apprentissage, faire en sorte que les patrons puissent être des patrons, c'est-à-dire embaucher. Et si on veut qu'un patron embauche, il faut aussi qu'on l'autorise, quand l'activité diminue, à débaucher, à ne plus embaucher. Et c'est cette fluidité du marché du travail qu'il faut retrouver. Un chiffre qui peut être intéressant pour les téléspectateurs. Le taux de chômage de courte durée, c'est-à-dire un mois, c'est faible en France, 5% seulement. En Suède, c'est 25%, aux États-Unis aussi. Et le taux de chômage de longue durée en France est considérable, c'est 44%. Ça veut dire que... Énorme. Voilà, bien sûr, ça veut dire que l'insertion des jeunes générations, le taux de rotation dans le chômage, d'avoir beaucoup de chômeurs, c'est grave, mais d'avoir des chômeurs qui s'installent dans la durée, c'est encore plus grave. Qui stagne. Le taux moyen dans le chômage aujourd'hui, c'est 540 jours. C'est considérable. Donc c'est ça qu'il faut casser. Comment on peut le casser? En donnant aux entreprises la possibilité d'embaucher. Et qui dit avoir le droit d'embaucher, dit avoir le droit aussi de rompre le contrat de travail sans dégâts, sans insécurité, ni pour le salarié, ni pour l'employeur. Il y a des mesures qui sont timides aujourd'hui. Le Premier ministre a répondu à cette question, il nous a dit niet. Voilà. Il y avait par exemple une réforme des prud'hommes sur les indemnités des prud'hommes de dire je suis d'accord. Elle est mise au placard. J'avais envie de faire remarquer tout à l'heure à Agnès Verdier-Molinier que si tel était le cas et si on faisait évoluer ainsi les lois autour du contrat de travail, on allait certainement vers une société plus dure.
Non, mais attendez, excusez-moi, il faut ça se discute. Mais bon, mais en revanche, si cette société permet de retrouver un travail et de se reconstruire dans tous les sens du terme, franchement, on a envie de dire, ça vaut le coup de jouer la partie. Nicolas Bouzou. Je pense qu'il n'y a pas de alors je vais sans doute beaucoup agacer, hein, mais mon diagnostic, c'est qu'il n'y a pas de demande sociale pour ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que la France est un pays qui est en train de s'habituer au sous-emploi, et on voit bien dans les enquêtes d'opinion, quand on évoque la question de la réforme du marché du travail, les gens restent assez réticents. Emmanuel Valls, qui est quelqu'un de très fin, de très vif, de très intelligent, à mon avis, a parfaitement compris le fait que c'était sans doute pas politiquement le moment pour réformer le contrat de travail. J'ajoute juste que toutes ces réformes dont on a parlé... Mais ça sera le ça sera le moment à combien? À 10 millions de chômeurs? Pardon? Ça sera le moment à Ah combien non, mais de ça peut chômeurs? être à beaucoup moins ou à beaucoup plus. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Bernard Lévy. Dans le domaine du marché du travail, on sait très exactement tout ce qu'il faut faire. Et la question de la formation professionnelle, et la question de la formation initiale... Nos téléspectateurs ne peuvent pas vous entendre dire, dans le domaine du travail, on sait parfaitement tout ce qu'il faut faire, et voir qu'il ne se passe rien. Ça fait des mois que je dis qu'on sait revenir à 7% de chômage en France. Techniquement, je sais le faire. Je sais revenir à 7% de chômage en France. Je recentre la formation professionnelle vers ceux qui en ont besoin. Je réforme la formation initiale. Je réforme un peu le contrat de travail. L'apprentissage, je réforme l'apprentissage pour aider, subventionner un petit peu plus les entreprises et remonter là. Mais bien sûr, je sais tout faire. Tout le monde sait tout faire. Alors, moi, ministre, mais non, il n'y a pas de demande sociale pour ça. Non, mais Agnès Verdier-Molinier, je viens vers vous. On parle beaucoup, le temps file vite. Hein. On parle beaucoup d'embauche dans les entreprises et que les entreprises embauchent. Effectivement, il faut revoir le contrat de travail, il faut revoir la flexibilité du marché du travail, etc. Je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table. Après, il faut aussi que les entrepreneurs aient envie de créer les entreprises, de créer les nouvelles boîtes. Et là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On crée que des entreprises par nécessité. On crée 500 000 entreprises par an, il n'y en a plus que 26 000 qui créent un emploi en plus de celui du créateur. Ça veut dire que tous les ans, on chute sur ces statistiques. On était à 50 000 il y a quelques années. Tous les ans, on a des entreprises qui sont plus petites, des plus petites coquilles. Ben si, c'est la réalité des statistiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on habitue aussi à créer son propre emploi, à être son propre auto-entrepreneur, auto-employeur, etc. Mais on ne crée pas de grandes aventures entrepreneuriales. Donc tout l'écosystème entrepreneurial n'est pas en train de se renouveler. Donc là, il y a un vrai problème. Il est aussi dans la fiscalité du patrimoine. Toutes les semaines, on découvre aussi des grandes réussites françaises qui fonctionnent. Oui, mais des grandes réussites, mais il y en a très peu. Il y en a trop peu, malheureusement. Et on sait tous autour de cette table que ce sont les TPE et les PME qui font l'emploi de demain. Qu'est-ce qui s'est passé sur la réforme des seuils sociaux, par exemple, quand c'est passé à l'Assemblée nationale, alors qu'on avait dit qu'on devait permettre d'assouplir les seuils sociaux pour justement inciter les petites entreprises à grandir, à devenir plus grosses, celles de 50 à devenir des entreprises de 100, celles de 100 à avoir 250 ou 300 employés, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On a contraint finalement et on a ajouté des contraintes sur les entreprises de 10 salariés. Avec des commissions, avec des moins de 10 salariés, avec des commissions qui vont pouvoir venir, des commissions syndicales qui vont pouvoir venir dans l'entreprise. Alors on a autour de 50, l'Assemblée nationale notamment, a ajouté certains coûts, notamment le nombre de délégués qui vont avoir des suppléants, et on va avoir des suppléants qui vont être obligatoires, on va faire l'annualisation des heures de délégation, etc. Donc au lieu d'aller vers quelque chose de plus simple, avec moins de contraintes, etc., sur les entreprises de 50 ou de 10 ou de moins de 10, on va être plutôt dans un dispositif qui n'est pas allégé. Est-ce que ça veut dire, Philippe Frémaux, qu'on n'aura plus jamais, j'ai envie de vous dire, alors elles étaient industrielles, mais elles pourraient être d'un autre ordre d'aujourd'hui, ces grandes entreprises qui ont fait vivre Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, enfin une bonne partie de l'Est de la France, et où quasiment on trouvait du travail sur 3 générations. Ça, c'est totalement terminé? Non, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la taille moyenne des établissements a diminué de manière significative, ce qui n'empêche pas que jamais il y a eu autant d'immenses entreprises à l'échelle mondiale. Mais je vous parle de la France. Non, mais même y compris en France. Mais la taille des établissements, si vous prenez les grandes entreprises industrielles, une entreprise comme Lafarge, qui est en train de fusionner avec Holcim, mais qui était leader mondial sur son marché sur le ciment. Si vous prenez une cimenterie aujourd'hui, c'est extrêmement automatisé. Ça emploie, en gros, même en travaillant en 3-8, de l'ordre de 290 personnes. Vous voyez, c'est ça. Donc on n'est plus, alors qu'il y a 100 ans, ça devait en employer 800, vous voyez, ou peut-être 1000. On a changé d'air. Il y a des effets de gain de productivité qui sont colossaux dans l'industrie. Ça ne veut pas dire pour autant que l'emploi diminue. Alors, en revanche, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les moyens qu'on peut avoir, si on veut être audacieux,
pour effectivement créer plus d'emplois en situation de croissance faible. Et il n'y a pas de secret. Je veux dire, soit on est sur le tout flexible, avec des effets qu'on rentre plus facilement sur le marché du travail, et on en sort également plus facilement, mais avec des effets dont on sait bien qu'ils se traduisent par aussi beaucoup plus d'inégalités et beaucoup plus de bas salaires. C'est ce qui explique le fait qu'aux États-Unis, on a un marché du travail très dynamique, mais quand même énormément de gens qui n'ont toujours pas d'assurance maladie, en dépit de la réforme Clinton, et des salaires moyens pour les bas salaires qui n'ont pas augmenté depuis 30 ans, hein, vous le savez aussi bien que moi, qu'en Allemagne, on voit bien qu'ils ont été amenés à introduire un salaire minimum. Aux États-Unis, les salaires moyens n'ont pas augmenté depuis 30 ans. Depuis 30 ans, oui. L'immense majorité, le lien de la croissance a été capté essentiellement par les 10% les plus riches et même essentiellement par les 1% les plus riches. Et ça, c'est le résultat du tout flexible que vous appelez de vos vœux. Moi, j'appelle d'autres mesures structurelles, en situation de faible croissance, qui seraient aussi de réfléchir sur la question du temps de travail. Il ne faut pas avoir peur de le dire, mais sur des formes différentes, des formes, on l'a eu, et évidemment, investir massivement sur l'apprentissage, sur la formation, sur tout ce que vous avez dit. Là, on est évidemment tous d'accord. On a été trop gourmand ce soir, excusez-moi Agnès Verdier-Molinier, mais on va aller au bout de notre repas et de notre menu. On passe à un autre dossier. On en vient maintenant au dossier des retraites complémentaires. Ce sont, comme d'habitude, les salariés du privé qui sont concernés, cadres et non cadres. Tout cela avec des caisses déficitaires de plus de 5 milliards. Le MEDEF propose d'instaurer un taux plein à partir de 67 ans au lieu de 62. Évidemment, les syndicats sont ulcérés et la patate chaude devrait normalement finir sur le bureau du gouvernement. Reportage de Barbara Steck et Joël Lefebvre. Il faut sauver les soldats Agirc et Arco. En déficit, les comptes de ces deux caisses de retraite complémentaires du privé pourraient être épuisés en 2018 pour l'Agirc et 2027 pour l'Arco. Que comptez-vous faire pour sauver nos retraites? Attendre, gagner du temps, reporter, ajourner serait une grave faute. Merci, la parole est à Madame. Une situation sur laquelle Marisol Touraine a été interpellée la semaine dernière. Ce déficit des régimes complémentaires, il est présent depuis 2008. Et les partenaires sociaux ont, à plusieurs reprises déjà, fait preuve de leur responsabilité. Et le gouvernement fait toute confiance aux partenaires sociaux pour aboutir à un accord de responsabilité et de justice. Car la balle est dans le camp des syndicats et du patronat, et non du gouvernement. Mais les négociations entamées en février peinent à aboutir. Principal frein, la proposition choc du patronat, qui souhaite diminuer temporairement les pensions complémentaires. La retraite pleine tomberait à 67 ans au lieu de 62 ans. Il faut vraiment qu'on arrive à les convaincre de cela, parce que sinon, à terme, les régimes seront totalement déséquilibrés et on servira des pensions qui seront très très faibles. Et ça, vraiment, je le répète, c'est vraiment, je pense que, en tout cas pour les organisations patronales et pour la CGPME que je représente, pour nous, le niveau de pension servi, c'est du pouvoir d'achat et on fait tout pour que nos concitoyens gardent ce pouvoir d'achat. À titre indicatif, pour une retraite à 2 000 € par mois, la retraite de base représente environ 1 416 € et la retraite complémentaire 584 €. C'est cette somme qui serait amputée, de 40% à 62 ans, 30% à 63 ans, 18% à 64 ans, puis 2 et 1% jusqu'à 66 ans. Le retraité ne toucherait plus 2 000 €, mais 1 762 € à 62 ans. Plus de la moitié des retraités seraient touchés par ce coup de rabot. Une situation inacceptable pour les syndicats. Les mécanismes d'abattement, certes progressifs et temporaires, c'est important de souligner qu'ils sont temporaires. Pour l'instant, à Force ouvrière, nous n'avons pas de mandat pour signer ce type d'accord. Ça, c'est très clair. Et de toute façon, aujourd'hui, le mandat que nous avons, c'est, encore une fois, c'est revendiquer de la cotisation. Dès l'instant où on aura la certitude qu'il y a de la cotisation supplémentaire, à partir de ce moment-là, on pourra regarder ce qu'il est possible de faire sur les abattements. Mais pas question de toucher aux cotisations patronales. Le MEDEF souhaite plutôt s'aligner sur ses voisins européens, où l'âge de départ à la retraite est de 65 ans. Qu'est-ce qu'on propose? Certainement pas, dans le contexte actuel, d'alourdir les charges des entreprises. Les cotisations retraite, ça représente 70 milliards par an et 42%, 42 milliards, c'est-à-dire 60%, sont à la charge des entreprises. Ce n'est pas dans le contexte actuel où le chômage augmente. Vous avez vu hier les chiffres du chômage et malheureusement le nouveau record de chômage qui est battu dans notre pays qui vont nous permettre à court terme d'augmenter les cotisations.
Il faut donc chercher d'autres voies et moyens pour équilibrer ces régimes. Et la voie qui nous paraît la plus raisonnable et la plus responsable, c'est d'inciter les gens, ou en tout cas ceux d'entre eux qui le peuvent, à travailler plus longtemps. Les plus petites retraites seraient épargnées par ces abattements. Mais qui serait alors concerné quand la retraite moyenne d'un Français est de 1 300 €? Pour la CGT, d'autres solutions existent. Il ne faut pas baisser les pensions, mais au contraire, augmenter les salaires. La différence de salaire entre les hommes et les femmes, qui est d'environ 25% lorsqu'elles sont en activité, arrive à 38% d'écart quand ils arrivent à la retraite. Donc des lois ont été votées par le Parlement pour arriver à l'égalité salariale femmes-hommes, ce qui permettrait de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la protection sociale et notamment des retraites complémentaires. Selon les experts, on pourrait avoir cette mesure qui prenne effet en 2085. Eh bien la CGT dit chiche. Travaillons-y dès maintenant et donc créons les conditions pour que cette égalité soit une réalité. Syndicats et patronat ont jusqu'au 31 décembre pour trouver un accord. Là où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on évoquait tout à l'heure en abordant la question du chômage, en voyant ce stock très important de seniors bloqués et qui ne trouvent pas de boulot et qui restent très longtemps, nous disiez-vous, chômeurs. Et là, on est en train, même si, je dirais, en mettant les chiffres les uns derrière les autres, on peut trouver logique de dire pourquoi pas jusqu'à 67 ans, notamment pour ceux qui le veulent. Il y a vraiment bien. Mais on voit bien qu'on est dans un système qui marche pas. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas logique, en tout cas qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas dire, regardez, ils ont plus de 55 ans, ils sont infoutus de trouver du boulot. En tout cas, on est infoutus de les embaucher. Je ne sais pas comment il faut présenter les choses. Et après dire, tiens, ce serait peut-être pas mal qu'on pousse jusqu'à 67 ans. C'est-à-dire que c'est une comédie dont on n'a pas écrit le texte. Comme dites-vous? Pour des raisons démographiques, la population française grandit. Nous avons de plus en plus de seniors. Aujourd'hui, nous avons à peu près 16 millions de personnes qui sont retraitées en France qui touchent une pension de réversion ou un minimum vieillesse. Donc c'est un nombre important de personnes. Oui. Cette population grandit. L'espérance de vie, et c'est un bonheur, a grandi. Absolument. Et nous avons, vous venez de le dire, aussi des personnes qui ont entre 55 et 64 ans, 65 ans, qui sont en sous-emploi par rapport à d'autres pays. Donc il y a quelque chose qui cloche. Mais le système des retraites, c'est un système, répétons-le encore une fois de plus, qui est financé par les actifs du moment pour payer les retraités du moment, ce qu'on appelle la retraite par répartition. Et donc la charge aujourd'hui grandit pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques aussi, le chômage qui réduit le nombre d'actifs susceptibles de cotiser. Donc on voit bien que soit pour les retraites du régime général ou les retraites complémentaires, une spécificité française, on avait un régime de base, un régime général, puis en 1947 on a créé les retraites complémentaires pour les cadres, en 1961 pour les non-cadres, ça représente beaucoup de monde, les retraites complémentaires pour les cadres c'est 50% de la pension totale, pour les non-cadres c'est 30% de la pension totale. Donc les négociations en cours ont aujourd'hui beaucoup d'importance. Eh bien, il est important maintenant de trouver ces équilibres. Et là, la manette, le curseur sur lequel on va fonctionner, c'est le déplacement de l'âge de départ en retraite. Donc, la proposition du MEDEF, qui est un peu violente dans sa proposition, dans sa formulation, et il y a un côté provocation, c'est quand même de remonter l'âge de départ en retraite. Et nous le savons en fiscalité, c'est la mesure la plus heureuse pour le ministre du Budget qui existe en France. Évidemment. Parce que ceux qui cotisent alors qu'ils ne sont pas en retraite ne touchent pas dans le même temps la pension, c'est clair. Oui. On paye des cotisations et pendant qu'on paye des cotisations, on ne touche pas de pension. Oui. C'est une mesure qui à la fois rapporte et évite de dépenser. C'est formidable. Bon. Donc il est évident que les quelques milliards, c'est important des milliards, mais les quelques milliards qu'il nous faut pour trouver l'équilibre, c'est jouable. Et donc le gouvernement n'aura pas à traiter la patate chaude, comme vous disiez tout à l'heure. Patronat et syndicats, vraisemblablement, vont trouver un accord, j'en suis sûr. Excusez-moi, je vous bouscule un peu sur ce sujet parce que ce soir on en a trois. Alors, en trois mots, quelles sont les données du problème selon vous? En trois mots, c'est quand même incroyable de confier aux partenaires sociaux cette question des complémentaires sans regarder la retraite de base, celle de la CNAV, qui représente quand même les 2 tiers restants. Là, on parle d'un tiers, ce sont les retraites complémentaires. Le tiers restant, eh bien, il est aussi en déficit, que je sache. Oui. Les retraites des régimes spéciaux, EDF, etc., SNCF, ils sont aussi en déficit. Les retraites des agents de l'État, on ne donne pas de déficit parce que là, il n'y a pas de caisse. Alors là, c'est encore plus facile, comme ça, on est sûr que personne n'en parle. C'est financé directement par nos impôts. Donc comme ça, fermez le banc, il n'y a rien à voir. Il y a un sujet sur les retraites. Tout est en déficit. Pourquoi est-ce qu'on parle que des retraites complémentaires? Et on dit la main sur le cœur, c'est très beau à l'Assemblée nationale. Nous faisons confiance aux partenaires sociaux pour régler ce problème. Cette patate chaude qu'on se refile. Mais attendez.
C'est une réforme systémique qu'il nous faut. Quelle est cette hypocrisie-là? Et alors, on nous dit, là, vous les jeunes actifs, continuez à financer ces retraites. Vous aurez quoi? Alors, vous aurez peut-être 20% de taux de remplacement, 30%. Mais ça, on s'en fiche, à la limite. Hein. Là, on est en train de repousser sous le tapis toute la poussière du problème des retraites. Donc moi, ce que je demande, et ce que nous demandons à la Fondation IFRAP, une réforme systémique. On aligne tout le monde de la même manière. On l'a montré rien qu'en alignant avec les mêmes modes de calcul les retraites du public sur celles du privé. Vous faites 4 milliards d'euros d'économies par an, vous voyez, sans changer l'âge de départ. Hein. Donc il faut bien sûr bouger l'âge de départ, mais que ce soit pour l'ensemble. Et vous ne pouvez pas dire à un Français demain, ta retraite complémentaire, tu vas l'avoir à 67 ans, et ta retraite de base, tu l'auras à 62. Qu'est-ce que c'est cette mascarade? Alors, est-ce que, disons les choses simplement, est-ce qu'il va y avoir une classe d'âge de cocu? Alors, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que... Allez, dites la vérité. Est-ce qu'il va y avoir une classe d'âge de cocu? Une classe d'âge de cocu, dire... Oui. Ce qu'on peut dire, peut dire, c'est que de fait, aujourd'hui, on a un problème démographique au-delà des espérances de vie, qui est lié au départ à la retraite des baby-boomers. Donc il y a un moment où, de fait, ma génération, je veux dire, mes générations qui étaient plus nombreuses... Vous êtes en pleine forme, vous allez reprendre pour 10 ans de travail. Moi, je fais partie des gens qui continuent à cotiser. Mais je veux dire, pour ceux qui sont partis à la retraite, ils sont nombreux. Et de fait, comme en plus on est dans un contexte économique qui fait que le nombre d'actifs n'augmente pas, on vient d'en parler, pour faire le nombre de chômeurs, il est évident que la charge sur les actifs des engagements qu'on avait pris sur la retraite sont considérables. Le régime par répartition, c'est le meilleur. Les chiffres que vous donnez sont des chiffres qui ont pour but uniquement d'affoler les gens pour remettre en cause radicalement la retraite par répartition. Attendez, laissez-moi terminer. Dire qu'on aura des taux de remplacement de 20%, non, c'est pas sérieux. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que quand on est dans un contexte comme le nôtre, où il y a de plus en plus de retraités et un nombre d'actifs limité, la répartition, elle suppose à la fois d'être stable dans son principe et d'être adaptable au jour le jour, en fonction des changements de la conjoncture des Comment on fait? Et comment on fait? Il y a 3 façons de faire. Soit vous réduisez les pensions déjà versées, le stock des retraités. Soit vous faites peser l'effort uniquement sur les nouveaux entrants. C'est ce qu'on propose avec le repas à 67 ans, ou alors une franchise très importante pour ceux qui prendraient quand même à 62. Oui. Soit, effectivement, vous augmentez les cotisations des actifs. Avec une répartition entre... je crois que j'ai compris ce qui va se passer. Et donc, ce qui va se passer, sans doute, ça va être un peu détroit. Ça va être sans doute un peu détroit, mais je pense, dans l'état actuel de la situation française, qu'il ne serait pas injuste d'avoir une très légère augmentation des cotisations, qui permettrait ensuite aux syndicats d'accepter en contrepartie qu'il y ait un minimum de stabilisation du niveau des pensions. Et c'est vrai que dans une situation actuelle où on a une très faible inflation, le blocage des retraites fait qu'elles baissent très lentement puisqu'on est à une inflation quasiment zéro. Mais si on bloque les pensions pendant 2 ans, alors qu'on a une inflation par exemple de 2%, on sait très bien que ça les fait baisser d'un peu plus de 4% à la fin des 2 ans. J'ai un frais mot consensuel, donc je prive de parole Nicolas Bouzou pour pouvoir passer à mon dernier reportage. C'est le dernier dossier de l'émission, en l'occurrence les allocations logement. Elles devraient être revues à la baisse, économie oblige. Il faut dire que dans leur globalité, les aides personnalisées au logement pèsent aujourd'hui 18 milliards d'euros. 6 millions de Français en bénéficient à divers titres. Parmi les pistes, un conditionnement des aides aux étudiants en fonction des revenus de leurs parents, ça ne paraît pas illogique. On va aussi vérifier que les allocataires ne soient pas, par exemple, propriétaires d'une résidence secondaire. On est même stupéfait de découvrir que ça n'était pas déjà fait. Yacine Mili, Arnaud Fora. Parmi les portes auxquelles le gouvernement veut frapper pour faire des économies, il y en a une qui pèse particulièrement lourd, celle du logement. Chaque année, l'État dépense environ 18 milliards pour aider les Français à se loger. Alors pour récupérer de l'argent, le gouvernement veut réformer les APL. C'est la mission du groupe de travail du maire de Sarcelles, François Pupponi. Les APL aujourd'hui servent aux plus défavorisés. 80% des allocataires des APL sont en dessous du SMIC. 50% des allocataires sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc baisser les APL pour tout le monde serait socialement catastrophique et pas acceptable. Le groupe de travail l'a dit, il ne faut pas raboter les APL. Par contre, on peut quand même réfléchir de savoir si, avec ces 18 milliards d'euros, et je répète, peut-être avec moins, on puisse faire en sorte que les Français, et en particulier les plus défavorisés, payent à la fin moins de loyer. Parce qu'aujourd'hui, on donne 200, 250 euros aux Français en moyenne pour payer leur loyer. Mais derrière, si le loyer est à 500 ou 600 euros, eh bien les Français payent 350, 400 euros. Mais si à la fin, ils payent moins de loyer et que ça coûte moins à l'État, pourquoi ne pas le faire ?
Aujourd'hui, les APL profitent à 6 millions de Français qui reçoivent en moyenne 225 € par mois. Parmi eux, 800 000 étudiants comme Passigna, 21 ans. Il vit à Paris en résidence universitaire. Là, c'est ma chambre. Donc c'est une chambre assez grande avec un lit simple. Donc elle fait environ 17 mètres carrés. J'ai un loyer qui est environ à 330 € et je perçois une aide qui est de 140 € de la CAF. Et si Passigna est inquiet, c'est parce que parmi les pistes envisagées pour réformer les APL, le gouvernement pourrait prendre en compte le revenu des parents. Jusqu'ici, ce n'était pas le cas. Ces aides-là, elles sont importantes parce que c'est grâce à ces aides que derrière, je peux prendre mon autonomie. Parce que si j'avais à payer la totalité de mon loyer, c'est quasiment impossible. Si on n'a pas forcément la chance que derrière nos parents nous soutiennent financièrement, ces aides-là, elles sont indispensables. Pour faire des économies, Bercy envisage également d'autres pistes, comme celle de supprimer les aides si le bénéficiaire possède de l'épargne ou s'il occupe un logement de grande taille. Au total, l'État pourrait ainsi récupérer 3 à 400 millions d'euros. Efficace donc pour réduire les dépenses, mais probablement coûteux en termes politiques. Ce sont des aides qui sont déjà particulièrement ciblées vers les plus pauvres et vers les jeunes et les étudiants, ceux qui ont absolument besoin d'être soutenus pour pouvoir trouver un logement. Donc faire des économies sur les APL, ça a forcément un coût social énorme. Mais par contre, sur la politique du logement, s'il y a des économies à faire, c'est sans doute en allant voir les différentes aides fiscales qui existent pour les propriétaires, pour ceux qui construisent des logements. On sait que depuis une dizaine d'années, dans notre pays, la politique du logement, c'est distribuer des aides fiscales à ses propriétaires avec finalement un résultat qui est plus que modéré. Donc on peut s'interroger et faire des économies sur ce terrain-là, mais surtout pas sur l'aide sociale et sur les aides au logement. Le gouvernement va désormais devoir trancher sans créer la polémique. Les conclusions du groupe de travail, elles, sont attendues à la fin du mois. 18 milliards, ça paraît beaucoup, non? C'est beaucoup. Hein. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand vous regardez la dépense publique en France, ça représente à peu près 57% du PIB. Dans la moyenne des pays de l'OCDE, vous êtes à 50%. Donc ça fait un écart de 7 points. Sur ces 7 points, vous avez 5 points qui viennent des retraites. On en a parlé, donc c'est quand même ça le gros point. Et vous avez 1 point qui vient du logement. Et le reste, ce sont des inefficiences diverses et variées. Donc on voit qu'en France, on dépense beaucoup, alors même qu'on a une situation dans le domaine du logement qui est insatisfaisante. Ben oui, c'est ça qui n'est pas normal. Mais la seule vraie réponse, c'est, pardonnez-moi d'enfoncer une porte ouverte, mais pour un économiste, c'est tout simplement de construire beaucoup plus. C'est ça. Et là, on peut faire des choses. Donc on ferait mieux d'avoir une politique de logement plutôt que d'avoir une politique des aides au logement. Et si je peux me permettre de faire une proposition extrêmement concrète, on pénalise les maires qui ne construisent financièrement, les communes qui ne construisent pas assez de logements sociaux. Moi, je propose qu'on ait un système de bonus-malus, c'est-à-dire qu'on avantage les maires sous forme de dotation qui construisent beaucoup, qui acceptent de densifier, de construire plus, et qu'on pénalise ceux qui ne construisent pas. Parce que si on ne construit pas assez en France, c'est tout simplement parce que les maires considèrent que, électoralement, il ne faut pas densifier les villes. Quand il y a eu la loi Allure... Ce soir, il est en forme. Je ne sais pas dans quel gouvernement il va rentrer, mais il a déjà 2 postes ministériels. En plus, en un quart d'heure d'émission. Quand Cécile Duflot a défendu la loi Allure, elle voulait que la délivrance que les plans locaux urbanistes soient réalisés au niveau des agglos, là où il y a une politique plutôt de développement. Et qu'elle ne soit pas dans les mains de chaque maire, parce que les maires ont souvent une attitude malthusienne. Et au Sénat, elle a été battue là-dessus, et elle n'a pas été vraiment soutenue, pour des raisons politiques, par le président de la République. Et c'est dommage, parce qu'on sait très bien que l'enjeu majeur, c'est l'enjeu du foncier. Et la maîtrise du foncier. Tout simplement le terrain pour pouvoir bâtir. Voilà. Et il y en a en France. Et en plus, ça fait un petit peu d'emploi. Enfin, je veux dire, le secteur de la construction, il est intensif en emploi. Donc un mot là-dessus. Un mot là-dessus, d'abord, les 600 millions de frais de gestion pour distribuer toutes ces aides au logement, c'est déjà peut-être un sujet qu'il faudrait regarder. Ce que nous, on a noté dans tous nos travaux à la Fondation IFRAP, c'est qu'on a en France une série d'aides qu'on superpose. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a un jeune étudiant, peut-être il est boursier, donc on va lui verser d'un côté une bourse, d'un côté une aide au logement. À chaque fois, vous avez des coûts
pour verser toutes ces aides. Oui, bien sûr. Et ces coûts-là, ils sont bien supérieurs en France par rapport aux autres pays. On est à 35 milliards de coûts de distribution de l'ensemble des aides sociales et des prestations sociales dans notre pays. Donc là, je veux dire qu'avant que ça arrive sur le compte des Français qui en ont besoin, il y a déjà 35 milliards de dépensés pour le fonctionnement. Posons-nous la question peut-être de la complexité du parcours des aides. Je souligne aussi que 34% de ces APL vont aux bailleurs sociaux, les bailleurs notamment HLM, qui finalement récupèrent ces APL et ils les récupèrent directement. Donc il y a une espèce de circuit de financement de tout cela qui n'est pas du tout cohérent et qui pourrait coûter beaucoup moins cher. Par ailleurs, il avait déjà été évoqué qu'on sépare la demi-part fiscale de l'étudiant de la possibilité de toucher les APL. Ça a déjà été chiffré, c'est 400 millions d'euros d'économies potentielles. Là, il faut le faire. Déjà sous la droite, ça avait échoué malheureusement. Donc il faut continuer dans ce processus et bien sûr regarder s'il y a des taux d'épargne importants, etc. C'est logique. Bernard Vivier, et on passe aux questions SMS. Oui, le gouvernement envisage de faire à peu près 1 milliard d'économies, puisque le Premier ministre l'an dernier avait dit d'ici 2017, on doit faire 50 milliards d'économies. Donc là, il y en a un. On sent que la question du logement, elle est centrale. Dans le reportage, on voit bien l'étudiant, c'est une aide à cet étudiant. Ce n'est pas une mesure fiscale pour sa famille, c'est pour lui. Deuxièmement, on voit bien, et là le deuxième intervenant de le reportage a tout faux, il ne faut pas décourager les investisseurs dans le bâtiment, il faut le faire. Depuis Martin Nadeau, Second Empire, on sait que quand le bâtiment va et tout profite de son activité. Et si au premier trimestre 2015, la croissance a fait 0,6%, sauf dans le bâtiment qui a été un peu en retard, nous devons absolument relancer ça. Et nous sommes en retard de logement. Pour les jeunes générations, c'est un problème majeur parce que le problème de la retraite pour les jeunes générations, il est là aussi. C'est pas la caisse de répartition des retraites qui va donner la retraite pour l'avenir, c'est déjà ne plus payer de loyer quand on sera à la retraite. C'est une préoccupation aussi des jeunes générations. On passe aux questions SMS. Alors, les aides publiques au logement ont fait que les propriétaires ont augmenté les loyers. Alors ça, on le dit très souvent. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai forcément dans des zones où le marché du logement est très tendu. C'est bien que, à la fois, et l'autre question, c'est que si on les supprime, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, le prix des loyers va diminuer. Donc il y a une question de gestion de la transition. C'est que de fait, l'ajustement du marché, il sera long. Et pour le gamin qui a besoin, effectivement, ou la personne qui a absolument besoin de cette aide pour se loger correctement, le choc sera extrêmement brutal. La précarité de l'emploi serait-elle la solution pour réduire le chomage? Mais c'est pas la précarité de l'emploi. Enfin, je veux dire, dans tous les pays, mais pardonnez-moi, mais trouvez des mots pour l'expliquer. Eh ben, je vais vous le dire. Merci. Prenons 3 pays dans lesquels vous n'avez pas enfin, si vous avez toujours un droit du travail, mais en tout cas, vous n'avez pas de cause réelle et sérieuse à invoquer pour un licenciement. Vous avez la Suisse, vous avez le Danemark et vous avez l'Autriche. Ce sont des pays dans lesquels les inégalités sont extrêmement faibles et dans lesquels les salaires augmentent plus vite qu'en France. Parce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que la meilleure protection pour les salariés, c'est le plein emploi. Le plein emploi, en réalité, c'est un rapport de force qui est favorable aux salariés et défavorable aux entreprises. Et c'est ce qu'ont très bien compris les syndicats autrichiens. Pour prendre ce pays qui fait un peu consensus, parce que quand je parle de la Suisse ou de l'Angleterre, on me tombe dessus, donc je prends l'Autriche, il y a un consensus. Il y a un consensus aujourd'hui en Autriche sur toutes ces questions, mais aussi sur la question de l'apprentissage, mais aussi sur la question de la formation permanente. Tout va ensemble. Mais parce qu'il y a la confiance. Quand vous embauchez quelqu'un, vous avez aussi la confiance. Sécurité. Il y a beaucoup de garanties aussi pour les chômeurs. Beaucoup, bien sûr. Quel taux de chômage deviendrait insupportable pour notre société? C'est une vraie question. Il est déjà insupportable. Souvenez-vous qu'on disait que quand ça dépasserait 1 million, ça serait la révolution dans les années 70. Le taux de chômage est déjà insupportable. Non, Les Français aujourd'hui se tournent, ne savent plus pour qui voter, ne savent plus quoi faire, sont souvent dans une logique de dire, et je l'entends tous les jours, j'ai même plus envie de m'intéresser à la politique, je n'y crois plus. Et ça vient d'où? Mais ça vient du chômage. Faut arrêter de se voiler la face. Le dégoût d'une certaine forme de démocratie où on est toujours en train de repousser à plus tard les réformes de fond, les réformes structurelles, il vient de là.
Donc il n'y a pas grand-chose à faire pour faire sortir les talents français, pour faire repartir nos entreprises, pour redonner confiance. Le problème, c'est que ces petites choses-là, on n'est pas capable de les faire aujourd'hui parce que finalement on est tétanisé. Et à un moment, il faut sortir de cette espèce d'idée permanente que la réforme n'est pas possible en France. La réforme est possible en France. La prochaine est pour vous, Philippe Frémaux. Le modèle économique basé sur la croissance est-il encore pertinent ? Effectivement, l'inquiétude qu'on a. Vous ne faites pas un cours, vous faites une réponse. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est effectivement, est-ce qu'un retour à une croissance forte et durable, qui semble être le logiciel social-démocrate qui a encore dans la tête de François Hollande, est une perspective envisageable. Possible. Et moi, je pense qu'elle n'est pas possible à la fois pour des raisons structurelles liées à l'économie, elle n'est pas souhaitable pour des raisons qui tiennent aux contraintes écologiques auxquelles on est confronté. Donc la question, c'est comment arriver à penser une situation de bien-être général dans une situation de croissance faible ou de croissance très lente. Et ça, c'est le défi, effectivement, pour les décennies. C'est renoncer. Les fonctionnaires ont-ils des caisses de retraite ou est-ce nos impôts qui paient leur retraite? Ça, je pense que le point a besoin de nos impôts. C'est un point important, ce sont les impôts. Voilà. L'État est d'ailleurs pas transparent du tout vis-à-vis de l'ensemble des citoyens français. Et pourquoi c'est honteux de dire la vérité? Non, l'outil n'est pas au point. Par exemple, dans les conflits du travail, on ne sait pas statistiquement combien il y a de conflits dans les hôpitaux ou dans les communes. Alors qu'on le sait dans le secteur privé. Eh bien, pour les retraites, ce que l'on sait, c'est que c'est le fonctionnaire est payé par sa retraite par le contribuable du moment. Donc ce que vous me dites, c'est que les Français qui travaillent dans le privé ou qui ont fait leur carrière dans le privé, ils payent leur retraite et puis en plus ils en payent une deuxième. Non. Excusez-moi, avec leurs impôts aussi. Une partie, c'est clair. Et il y a 8 milliards à peu près, c'est une évaluation, on ne peut pas le savoir, mais il y a 8 milliards de déficit annuel du système des retraites de l'État. On va peut-être faire une caisse. Et il y a même une caisse de retraite par capitalisation qui n'est pas très développée, qui s'appelle la Préfond, et auquel les fonctionnaires peuvent souscrire pour se faire un complément de retraite. Avec je ne comprends pas que ça soit aussi opaque quand même. Avec des impôts allégés aussi. Je suis retraité depuis 5 ans, aurais-je un coup de rabot? Mais il est probable qu'il aura un coup de rabot qui ne sera pas forcément extrêmement douloureux. Et ensuite, la question, c'est de savoir quel est son niveau de retraite. D'ailleurs, tout à l'heure, on a eu un chiffre qui était donné à 2 000 €. Oui. Et le niveau moyen des retraites en France, il est plutôt aux alentours de 1 300. Bah oui. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on ne touche pas aux plus basses retraites, mais des gens qui ont des retraites de l'ordre de 3 000, 4 000 €, si ça baisse de 3-4% et que ça dégage des moyens qui permettraient de plus investir dans l'emploi des jeunes, ça ne me paraît pas scandaleux en termes de justice sociale aujourd'hui intergénérationnelle en France, sans remettre en cause le principe de la répartition. D'accord. Les spectateurs nous disent tout va si mal que ça. Mais ça pourrait aller bien. Ça pourrait aller bien. La France, ce sont quelques mesures techniques à prendre. Et le marché du travail, ce sont quelques mesures techniques à prendre dont on a parlé. Si on prend ces mesures techniques, on ne va pas revenir au plein emploi tout de suite parce qu'il y aura toujours cette part du chômage lié à la croissance qui ne va pas s'effacer tout de suite. Mais on peut arriver à 8, 7, 6% de chômage juste. Un seul chiffre, vous avez 28 pays dans l'Union européenne, vous en avez 18 qui sont au-dessous de nous. Voilà, c'est quand même une grosse majorité. On était, c'est ça, à peine. On peut éviter le mur, mais il faut maintenant faire les réformes. C'est ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est en période quand même de taux faibles. C'est maintenant qu'il faut faire les réformes parce que nos finances publiques peuvent le supporter. Ensuite, je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'on a un risque de remontée des taux, de coût de la dette qui va vraiment potentiellement largement augmenter. Et là, on sera dans la zone rouge. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Les emplois d'hier ne seront pas là demain. Merci de ne pas vendre de faux espoirs aux jeunes qui se vengeront dans les urnes. Permet de vous rappeler qu'en France, la classe d'âge qui vote le plus pour le Front National, ce sont les moins de 25 ans. Hein. Non, mais pour les raisons qu'a dit Agnès Verdier-Molinier, c'est de fait qu'il y a une vraie incertitude. Et quand vous avez dit il y a une certaine indifférence face au chômage, je pense effectivement que l'indignation qu'on peut partager ici, elle ne se traduit pas dans les actes. Alors ensuite que les mesures structurelles que vous proposez ne soient pas celles que j'aimerais vous proposer, ça c'est le débat politique. Mais en revanche sur l'emploi, il faut ne vendez pas de faux espoirs aux jeunes qui se vengeront dans les urnes. Vous voulez bien répondre à ça? Oui, mais il faut qu'ils sachent que l'essentiel des emplois de demain, c'est d'abord les emplois d'aujourd'hui. On aura toujours besoin de policiers, de professeurs des écoles, d'infirmières, de cuisiniers, de chauffeurs routiers, d'ingénieurs, etc. Ensuite, les métiers se transforment, mais l'emploi va continuer. Le miracle des pays comme les États-Unis notamment, que vous fustigez parce qu'ils sont trop inégalitaires, c'est aussi qu'ils sont capables de monter les entreprises de demain. Et les Google, et les FedEx. Mais oui, mais c'est ça.
Un rapport indépendant indique que 3 millions d'emplois vont disparaître en France d'ici 2025. Est-ce vrai? Alors vous qui avez écrit un livre sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il fallait pas se... Mais c'est pas grave, c'est ce que je dis toujours. C'est pas grave. Mais non, si en détruire 3 millions pour en créer 5 millions, donc c'est ça le sujet. Pardonnez-moi, je répète à chaque fois ce chiffre tous les jours. En France, on détruit à peu près 10 000 emplois tous les jours. Le drame, c'est qu'on en crée 9 000. Il suffirait, entre guillemets, d'en créer 11 000 pour que les choses aillent mieux. Bon, écoutez, on va terminer sur cette notion qui est plutôt optimiste et qui fait du bien à entendre. Merci infiniment à nos auditeurs, téléspectateurs de nous avoir suivis, à nos invités d'être intervenus dans cette émission. Ce C'est dans l'air sera ce soir rediffusé à 22h50. 22h50 pour la rediffusion. On se retrouve demain, il sera 17h45. Nous serons bien entendu en direct. Et auparavant, Axel de Talay recevra son invité. Merci infiniment de votre fidélité. À demain. Merci.